Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le cours de physiologie humaine 2 ayant trait au système sanguin. Ce cours va être subdivisé en différentes parties. Nous allons voir tout d'abord des généralités et le rôle du sang. Nous allons ensuite aborder la composition du sang avec la phase liquide, qui est le plasma, ainsi que la totalité de ses composants, tels que les protéines plasmatiques, les sels inorganiques ou sels minéraux, les nutriments, les déchets, les hormones et les gaz. Nous aborderons par la suite le contenu cellulaire avec les érythrocytes, les leucocytes et les thrombocytes. Commençons tout d'abord par quelques généralités et rôles du sang. Le sang est un tissu conjonctif qui représente 7% du poids corporel. Il sert de moyen de communication entre les cellules de l'ensemble du corps. Il sert également d'interface entre le milieu intérieur, c'est-à-dire l'air, et les organes du corps. Tous les organes, sans exception, sont irrigués et nourris par le sang circulant. Le sang apporte des nutriments, mais il transporte également l'oxygène des poumons vers les tissus et le CO2 des tissus vers les poumons qui ont pour fonction de l'excréter. L'ensemble des nutriments qui proviennent de la digestion et de l'absorption des aliments par le tractus gastro-intestinal vers les tissus et prend aussi en charge les déchets des tissus vers les reins qui ont pour fonction de les éliminer. Les hormones sécrétées par les glandes endocrines jusqu'au tissu cible. Également les substances protectrices telles que les anticorps jusqu'aux aires d'infection. Il existe également ce que l'on appelle les facteurs de coagulation du sang qui vont favoriser la réparation des tissus lésés et qui vont réduire une perte trop importante de sang lors d'une blessure et d'une hémorragie. Comme je vous l'ai dit en début de diapositive, il représente 7% du poids corporel, ce qui fait environ 5,6 litres pour un homme de 70 kg. Le flux continu contribue au maintien d'un milieu environnant constant pour les cellules corporelles. Le sang est composé de deux entités qui sont intimement liées. Tout d'abord le plasma, représentant 55% du volume, et un ensemble de cellules en suspension qui représentent environ 45% du volume. Ces cellules sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. En ce qui concerne le plasma, il est composé à 90% d'eau et les 10% restants représentent des protéines, des sels minéraux, des vitamines, des hormones et diverses substances que nous détaillerons ultérieurement. Le plasma est composé de 90 à 92% d'eau. Parmi les substances dissoutes, nous pouvons retrouver des protéines telles que l'albumine, les globulines, dont les anticorps, le fibrinogène et les facteurs de coagulation. Les sels inorganiques représentent des sels minéraux tels que le NaCl, le NaHCO3, le K+, le Mg2+, le phosphate, le fer, le calcium, le cuivre, l'iode et le cobalt. Les nutriments sont issus de la dégradation des aliments en monosaccharides, acides aminés, acides gras, glycérol et vitamines. Les déchets organiques sont principalement l'urée, l'acide urique et la créatinine. Les enzymes peuvent être certains facteurs de coagulation, nous en reparlerons lorsque nous ferons le mécanisme de la coagulation sanguine. Les gaz dissous sont l'O2 ou oxygène, le CO2 ou gaz carbonique et l'azote. Les protéines plasmatiques sont concentrées à raison d'environ 60 à 80 grammes par litre chez l'homme.
L'albumine se constitue dans le foie et représente la protéine la plus abondante du plasma et qui participe notamment au maintien de la pression osmotique. Elle agit aussi en tant que protéine de transport des hormones stéroïdiennes et des lipides. Les globulines se forment principalement dans le foie et le tissu lymphoïde. En termes de fonction, les anticorps ou immunoglobulines sont des protéines qui sont spécialisées, produites par une catégorie de lymphocytes B que l'on appelle les plasmocytes et qui jouent un rôle majeur dans l'immunité. Ils ont pour rôle de neutraliser les bactéries, certains virus et autres matériels étrangers afin de protéger l'organisme. Certaines globulines transportent des hormones ou des sels minéraux. On peut citer par exemple la TBG pour thyroxine binding globuline ou globuline transportant la thyroxine ou T4. La transférine transporte le fer minéral. Certaines enzymes protéolytiques peuvent être inhibées par des globulines. Je cite par exemple l'alpha-2 macroglobuline qui inhibe l'action de la trypsine. Le sérum correspond à du plasma sans les facteurs de coagulation. Le fibrinogène est synthétisé par le foie et donne, avec les protéines plasmatiques, sa viscosité au plasma. Au cours de certaines pathologies, la viscosité du sang peut être modifiée. Il peut devenir un petit peu plus visqueux et cela peut modifier considérablement les paramètres du sang circulant. Les sels inorganiques ou sels minéraux possèdent de très nombreuses activités. Ils participent notamment à la constitution des cellules, ils participent à la contraction musculaire, à la transmission de l'influx nerveux, à la formation des sécrétions, et ils participent également, et ça c'est un point très important, au maintien de l'équilibre acido-basique de l'organisme. Vous connaissez les nutriments qui sont issus de la dégradation chimique des aliments par les différentes enzymes du système digestif. Ceux-ci vont être absorbés par les entérocytes de la muqueuse de l'intestin grêle, mais aussi par certains par les colonocytes de la muqueuse du côlon. Ces nutriments sont les monosaccharides, ce sont donc des sucres, des acides aminés di ou tripeptides, des acides gras et du glycérol, des vitamines et des sels minéraux. Les déchets organiques sont principalement l'urée, la créatinine et l'acide urique. Ils représentent des déchets du métabolisme protéique. Ils sont produits dans le foie et sont acheminés et éliminés par les reins. Le CO2 est quant à lui produit par toutes les cellules du corps et représente aussi un déchet métabolique. Il est excrété par les poumons. Les hormones correspondent à des messagers chimiques qui sont produits par les glandes endocrines de l'organisme et sont acheminés à tous les organes du corps par la voie sanguine. Elles influencent les activités cellulaires en se fixant à des récepteurs spécifiques. La fixation de l'hormone, correspondant à un messager chimique, à son récepteur, engendre une cascade d'activation intracellulaire aboutissant à une réponse spécifique de la cellule. Les gaz. Vous connaissez l'oxygène, qui est contenu dans l'air que nous respirons, et le CO2, qui lui va être un déchet issu du métabolisme et de la respiration cellulaire. L'azote est présent quant à lui dans le plasma, mais n'a pas de rôle physiologique. Nous venons de voir la composition et le rôle du plasma. Abordons désormais le contenu cellulaire. Les cellules contenues dans le sang sont les érythrocytes, que l'on appelle également les globules rouges, les thrombocytes, qui portent le nom de plaquettes, et les leucocytes, qui représentent l'ensemble des globules blancs. Leur origine est la moelle rouge des os, qui contient un certain nombre de cellules souches pluripotentes.
Au cours des premières années de la vie, la moelle rouge des os occupe la totalité de l'espace médulaire, mais se trouve progressivement remplacée par de la moelle jaune, graisseuse, aux environs de 20 ans, sans véritable fonction érythropoïétique. Cette fonction est principalement assurée par les os plats, les épiphyses, c'est-à-dire les extrémités des os longs, et les os irréguliers, tels que le sternum, les côtes, le pelvis et le crâne. Le développement de ces cellules comprend plusieurs stades. Les lignées sont également séparées, c'est ce que l'on appelle l'hématopoïèse. Les érythrocytes ou globules rouges correspondent à des disques biconcaves non nucléés, donc ils n'ont pas de noyau, d'un diamètre d'environ 7 microns. Il existe différents paramètres qui sont couramment utilisés et qui permettent de mettre en évidence toutes les caractéristiques des globules rouges au niveau du sang. Par exemple, le taux d'érythrocytes correspond au nombre de cellules par millimètre cube de sang. L'hématocrite correspond au volume occupé par les globules rouges de 1 mm3. Le volume globulaire moyen est le volume moyen d'une hématie. Il est exprimé en femtolitres, c'est-à-dire 10-15 litres. Le taux d'hémoglobine correspond au poids de l'hémoglobine en grammes contenu dans 100 ml de sang total. La teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine et le poids moyen en picogrammes de l'hémoglobine contenue dans un globule rouge. La teneur ou concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine et le poids en grammes de l'hémoglobine contenue dans 100 ml de globules rouges. La durée de vie des globules rouges est d'environ 120 jours. Leur développement est d'environ 7 jours. C'est ce que l'on appelle l'érythropoïèse et elle comprend 2 phases. Pendant le processus de maturation, la cellule perd son noyau et diminue de taille. Ce processus est dépendant de la vitamine B12 et de l'acide folique apportés en quantité suffisante par une nourriture équilibrée et variée. Le foie a la possibilité de stocker de fortes quantités de ces vitamines et les effets de carence n'apparaissent que très tardivement, surtout pour la vitamine B12. Les carences induisent une altération de la production de globules rouges. Comment se forme l'hémoglobine? C'est une protéine qui est complexe, qui est faite de globine et d'une substance contenant du fer que l'on appelle l'hème. Elle se trouve synthétisée dans les cellules érythrocytaires dans la moelle rouge des os. Elle forme avec l'oxygène de l'oxyhémoglobine qui donne au sang sa couleur rouge caractéristique. Chaque molécule d'hémoglobine contient 4 atomes de fer. Le contrôle de l'érythropoïèse est un processus constant dans l'organisme, c'est-à-dire que les hématies sont remplacées aussi vite qu'elles sont détruites. Il s'agit d'un mécanisme de rétroaction hémostatique négative. Un apport insuffisant en oxygène au niveau des cellules, ce que l'on appelle l'hypoxie, est un mécanisme régulateur accroissant l'érythropoïèse. Ce processus se produit lorsque la capacité de transport de l'oxygène par le sang est diminuée. Cela peut se produire au cours d'une hémorragie ou d'une hémolyse. Ou lorsque la tension d'oxygène dans l'air est diminuée. Ce peut être le cas en haute altitude. Le manque d'oxygène stimule la formation d'érythropoïétine par les reins, ce qui a pour conséquence d'augmenter le transport de l'oxygène et de rétablir le déficit au niveau des cellules, car cette hormone stimule la production de pro-érythroblastes et donc d'érythrocytes. La destruction des hématies ou hémolyse se produit
en fin de leur cycle de vie par les cellules réticulo-endothéliales phagocytaires. Le siège principal de ce processus est le foie, la rate et la moelle osseuse, mais le fer issu de cette destruction sera réutilisé par l'organisme pour la synthèse de nouvelles hémoglobines. Le globule rouge est un disque biconcave, comme nous avons pu le décrire précédemment, qui possède, comme toute cellule, une membrane plasmique, et à l'intérieur de cette cellule, c'est-à-dire au niveau du cytoplasme, est présent un cytosquelette, comme dans toute cellule de mammifères. Ce cytosquelette est relié à la membrane plasmique par des protéines d'ancrage, comme nous avons pu le décrire précédemment lorsque nous avons étudié le cytosquelette des cellules animales. Ce cytosquelette permettra à la cellule de changer de forme en fonction des conditions environnementales de la cellule. Par exemple, lorsqu'il y a turgescence, la cellule se gonfle. Elle va perdre sa forme de disque biconcave. Au contraire, lorsqu'il y a plasmolyse, une partie de l'eau va quitter la cellule va se déformer et sa forme caractéristique de cellule plasmolysée est notamment donnée par le cytosquelette. La cellule immature qui va donner naissance ultérieurement à un érythrocyte mature est le proérythroblaste. Cette cellule va avoir besoin d'un certain nombre de facteurs qui sont notamment issus de l'alimentation, que sont l'acide folique et la vitamine B12, mais également de fer, qui est principalement apporté par l'alimentation, ou recyclé après hémolyse. Ce proérythroblaste va subir donc différents processus de maturation. Il va perdre son noyau, sa taille va diminuer et il va se mettre à synthétiser de l'hémoglobine pour former au final un érythrocyte mature. L'hématopoïèse commence tout d'abord par une cellule souche pluripotente. En réponse à différents facteurs de différenciation, cette cellule souche pluripotente va donner naissance à différentes lignées hématopoïétiques. Tout d'abord, sur la gauche, vous pouvez voir la lignée qui va donner naissance au globule rouge. Cette lignée comprend une cellule immature qui est le proérythroblaste, qui va subir un certain nombre de modifications structurelles et fonctionnelles, donnant un érythroblaste, puis un réticulocyte et enfin un érythrocyte mature. Les plaquettes proviennent de la fragmentation d'une très grosse cellule qui est un mégacaryoblaste qui va lui-même donner naissance à un mégacaryocyte et à une multitude de plaquettes que l'on appelle les thrombocytes. Ensuite, on peut distinguer ce que l'on appelle la lignée agranulocytaire. Cette lignée comprend le monoblaste, donnant un monocyte, mais également un lymphoblaste, donnant des lymphocytes, eux-mêmes subdivisés en lymphocytes T et lymphocytes B. Ensuite, vous pouvez distinguer qu'il existe une lignée granulocytaire. L'ensemble des cellules granulocytaires proviennent d'une cellule que l'on appelle un myéloblaste. Ce myéloblaste donne naissance à un myélocyte basophile, puis au basophile, à des myélocytes éosinophiles, puis à des éosinophiles, à un myélocyte neutrophile, puis à des neutrophiles. L'ensemble de ces cellules granulocytaires sont des cellules qui possèdent des granules dans leur cytoplasme. Nous allons les décrire juste après, à la différence de la lignée agranulocytaire, comprenant les monocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui, eux, ne possèdent pas de granules
dans leur cytoplasme.